10 avril 2023, vous êtes bien sur la RTG. Au sommaire de ce journal, le programme gouvernemental d'appui au secteur agricole a été évalué au CNT. Plusieurs préoccupations sont soulevées, notamment l'approvisionnement des paysans en intrants. Et puis le directeur général de EDG face à la presse, Laïsekou Camara, a donné des éclaircissements sur le manque de courant à Kankan et plusieurs autres villes du pays. Les échos, c'est dans ce journal. Enfin, coup de projecteur ce soir sur l'artiste Tiranké Sidimé la Tira Tira qui prépare ses 20 ans de carrière. L'auteur du célèbre tube Makalé entend faire le bilan de ses 2 décennies musicales. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, le programme gouvernemental d'appui au secteur agricole a été évalué récemment par les conseillers nationaux. Plusieurs préoccupations sont soulevées, notamment l'approvisionnement des paysans en intrants et les dispositions d'amélioration de la mécanisation agricole pour plus de productivité. Reportage Abdoulaye Ninguilande Diallo. Sont disponibles pour tous les dîners. Face aux conseillers nationaux, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage vient répondre aux questions de l'institution législative et celles de certains citoyens. Ce sont au total 83 questionnaires qui sont répertoriés auxquels Mamoudou Nanyalimbari tente de répondre. Un exercice démocratique qui consiste pour les conseillers nationaux une autre façon de contrôler l'action gouvernementale. Dans ce face-à-face, toutes les problématiques liées par exemple à la gestion et l'utilisation des intrants, à l'importation des produits à grande consommation et à la situation des conseillers agricoles sont abordées. Le budget du ministère pour l'accès au financement avoisine les 400 milliards cette année, c'est énorme. Ensuite, la mécanisation, et il nous faut beaucoup de tracteurs, beaucoup de moissonneuses, beaucoup de décortiqueuses. Ensuite, l'accès aux intrants, il faut de l'engrais pour tous à un bon prix. On travaille sur ça, nous sommes convaincus qu'il y a l'engrais cette année à un très bon prix. Les semences et enfin le conseil agricole. Donc tous les 5 piliers pour une campagne agricole réussie sont pris en compte. Cette initiative a permis également à l'organe législatif de la transition d'avoir une visibilité sur l'avenir du secteur et d'évaluer la politique agricole de la Guinée. Nous avons environ 170 milliards pour soutenir le secteur agricole et nous avons réparti ces 170 milliards à travers les sous-secteurs, dont le secteur avicole pour environ 45 milliards, et la semence de riz, 16 milliards, la semence de maïs, je crois, 8 milliards, ainsi de suite. Donc, il y a le fonio, il y a aussi la pêche qui fait partie du secteur agricole. Il faut que nous rappelions aussi que tous les fonds que nous recevons ici, en tant que ministère de l'Agriculture, une partie va au ministère de la Pêche. L'autre volet qui n'a pas été occulté par les conseillers nationaux, c'est bien le sujet lié à l'élevage. Dans ce sous-secteur du monde rural, les défis à relever sont énormes. On est en train de construire un abattoir de 250 têtes. Le projet a été arrêté depuis 2014. Le projet a arrêté parce qu'il n'y avait pas de financement, parce qu'il fallait faire des études. Nous avons espoir que les travaux de relance de l'abattoir de Kambélé vont commencer dans maximum 2 semaines. Mais la grande préoccupation dans le secteur du lait, c'est d'abord la production, qui est très faible. L'agriculture et l'élevage sont 2 secteurs stratégiques du monde rural qui contribuent à la promotion de l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi leur développement reste et demeure une des priorités absolues des autorités de la transition sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya. Et puis, 65 tracteurs ont été mis à la disposition des autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage par le chef de l'État. C'est pour la mécanisation des travaux de labour dans les grands bassins de production. Un programme d'appui au monde rural qui compte accompagner les petits paysans et les grands producteurs pour lutter contre la pénibilité en augmentant les rendements. Fodé Camara. L'esplanade du Palais du Peuple accueille le 3e lot des commandes d'engins agricoles pour la campagne 2023 sous la bannière de la refondation verte. À l'orée des grandes pluies, pour la vague de ce mois d'avril, ce sont 65 tracteurs
de 94 à 105 chevaux qui seront mis à la disposition des producteurs pour mécaniser les travaux de préparation du sol. L'appel d'offres pour la fourniture de ces engins agricoles concernait les tracteurs de 80 chevaux. Et nous avons proposé aider le gouvernement dans sa politique de refondation en donnant des tracteurs de grande puissance, 95 chevaux et 105 chevaux, au même prix que les tracteurs de 80 chevaux. Donc, nous avons aussi fourni des équipements de dernière génération et tous les tracteurs et équipements sont de série 2022. Tous les tracteurs sont climatisés et les GPS sont installés et nous avons les télécommandes. Même si c'est volé, on peut rester ici et éteindre en Côte d'Ivoire, par exemple. C'est pour dire que nous avons utilisé une dernière technologie pour la fabrication de ces engins. Ces équipements commandés par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sont fournis par la société Al Bayrak en tenant compte des paramètres liés au sol, au climat et au rapport qualité-prix. Autre garantie, le service après-vente. Le service après-vente existe. D'abord, ces tracteurs sont sous garantie. Nous avons envoyé 2 techniciens de la Turquie qui vont suivre ces tracteurs, former les utilisateurs. Et ensuite, même après la durée de garantie de 2 années, nous avons un service sur place. D'ailleurs, nous avons 2 conteneurs de pièces de rechange disponibles sur place. Et nous sommes prêts à nous déplacer de Conakry à Yomo pour la réparation. Maximum 24 heures. Si nous avons une demande de panne, on envoie directement les techniciens. Pour 2022-2023, le lot de la commande de 1000 engins agricoles arrive graduellement. Aujourd'hui, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, 400 engins commandés sont déjà disponibles. Objectif, satisfaire la demande des grands producteurs par un mécanisme innovant d'accès aux prêts exigeant le paiement de 35% du prix de l'équipement. Les petits producteurs peuvent aussi accéder à ces tracteurs par location, par le biais des centres de prestations agricoles installés déjà dans 24 préfectures. Dans l'actualité également, le ministre de l'administration du territoire a conféré avec une délégation nigérienne les cadres techniques du département et ceux de l'ANAFIC, l'expérience guinéenne sur le mécanisme de financement des collectivités. Le mode de mobilisation des ressources était au cœur des échanges. Mohamed Lamine Kamara. C'est un échange d'expériences entre les cadres experts guinéens et nigériens en charge des questions de décentralisation. Cette mission nigérienne veut bien apprendre l'expérience guinéenne en matière de mobilisation des ressources et de financement des collectivités. Au cours de cet entretien, des préoccupations sont soulevées et satisfaites de part et d'autre. Nous sommes réjouis de voir qu'en Guinée, la décentralisation est au cœur de la politique nationale. Et les plus hautes autorités du pays accordent une importance capitale à cette décentralisation, car après tout, il s'agit de développement à la base et il s'agit des services de base rendus à la population. Et nous repartons vraiment très satisfaits. Et ce que nous avons pu voir en Guinée comme bonne pratique, nous nous évertuerons à les dupliquer au Niger. Il y a bien des similitudes entre les 2 pays dans le transfert des compétences aux collectivités. Des mécanismes liés à la gestion des régions en tant que collectivités territoriales sont déjà expérimentés au Niger. À ce niveau de la décentralisation, les experts guinéens en tirent profit. Il est important de signaler qu'ils sont à un niveau un peu plus avancé parce qu'aujourd'hui le système de régionalisation est mis en place, donc collectivité en tant que région. Et je n'ai pas manqué de leur dire que dans les jours à venir, nous allons également envoyer une mission pour s'inspirer du modèle du Niger dans le cadre de la mise en place des régions en tant que collectivité, afin que les futures élections que nous allons organiser de la base au sommet puissent prendre en compte les mêmes réalités de mise en place des régions en tant que collectivité. Aujourd'hui, la vision de l'ANAFIC est d'affûter solidement ses armes afin de pouvoir rendre effective l'opérationnalisation des 3 fonds et redynamiser sa participation au sein du réseau des institutions africaines de financement des collectivités.
Le centre directionnel de Koloma, c'est là que l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance aura son nouveau siège. Le domaine est obtenu et fait 3000 m² de superficie. Le secrétaire exécutif de l'ANLC et des représentants de quelques cabinets d'architecture visitent le domaine. Omar Bari était sur leur pas. Suivez son reportage. Pour le président de la transition, la lutte contre la corruption doit rester un combat de tous les jours pour promouvoir la bonne gouvernance. Le premier responsable du pays a toujours réitéré sa ferme volonté de lutter efficacement contre ce fléau. Pour relever ce défi déterminant, outre le travail abattu par les corps de contrôle de l'État, les autorités de la transition ne lésinent pas du tout sur les moyens pour appuyer l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance en vue de mettre en œuvre sa stratégie pour une Guinée sans fraude ni corruption. C'est dans cette vision que l'agence a bénéficié d'un domaine de 3000 m² au centre directionnel de Koloma, où doit être bâti son futur siège. Le secrétaire exécutif de la dite agence et son adjoint viennent d'effectuer une visite sur le terrain, accompagnés des représentants de quelques cabinets d'architecture. Profitez tout d'abord pour remercier très humblement et très sincèrement, au nom de l'ensemble des cadres de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, le chef de l'État, le président de la transition, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour ce cadeau qu'il a offert pour la lutte contre la corruption. C'est encore une démonstration claire et nette de sa volonté, de sa vision de faire de la lutte contre la corruption une refondation de l'État. Les cabinets ont été sélectionnés pour nous proposer un plan architectural original et moderne, comme on dit branding Guinée, qui va abriter les futurs cadres, les futurs employés de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. On leur a demandé d'être très original, de proposer une architecture grandeur nature pour Conakry et des miniatures dans les 7 régions administratives de la Guinée. Les entreprises ont jusqu'à la fin du mois d'avril pour nous déposer le plan architectural. Des appels d'offres ont été déjà lancés pour recruter des cabinets d'architecture conformément au code de procédure de passation des marchés publics en Guinée, précise l'organe spécialisé dans la lutte contre la corruption. Les représentants des cabinets d'architecture intéressés par le projet de construction du nouveau siège de l'ANLC disent avoir tâté le terrain et promettent de proposer une maquette dans le respect des référentiels. C'est un appel d'offres qui a été lancé. Donc nous sommes venus à l'instar des autres cabinets qui ont été contactés pour essayer de présenter les offres techniques et financières conformément au code de passation des marchés publics de la République de Guinée. Et je pense que nous avons tous les éléments et toutes les informations qui peuvent nous permettre à préparer de meilleures offres pour donner un meilleur résultat du projet. Donc hormis toutes les concurrences et tout ce qui va avec, il faut vraiment réaliser quelque chose qui pourra être pérennisé dans le temps pour les futures générations. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, continue de poser des actes participant à mieux asseoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques à travers une politique hardie, d'où la mise en place de plusieurs instruments juridiques dont la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF et l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, qui n'était auparavant qu'un simple comité. Sécurité, pour parler de cette future caserne pour la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 22. Les travaux de construction sont entamés du côté de Ansoumania Plateau à la cimenterie. L'objectif est de changer le cadre de vie et de travail des fonctionnaires de police et apporter la sécurité aux populations. Diaraï Diallo. Après le lancement des travaux de construction de la future caserne de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 10 de Mamou, une autre CMIS verra son cadre de travail changer les mois à venir. Ce projet se compose d'un bloc administratif et 2 blocs dortoirs R+1, une cuisine, un bloc latrine, équipement en matériel
de bureaux et l'aménagement extérieur. Les travaux de construction de la future caserne de la CMIS numéro 22 de la cimenterie suscitent déjà de l'espoir chez les bénéficiaires. Vous avez pris l'initiative de construire, d'améliorer les conditions de vie de notre sécurité implantée à Ansoumania, le quartier Ansoumania. Je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre population. Aujourd'hui, par la roulette du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bassir Diallo, nous assistons à la pose de la première pierre de la caserne digne du nom d'une CMIS. Qu'il soit salué et qu'il soit remercié. Le premier responsable de la police nationale rassure les fonctionnaires de police que tout sera mis en œuvre pendant cette transition pour améliorer leur cadre de travail. Nous sommes donc réunis aujourd'hui afin de poser la première pierre de la construction de la CMIS numéro 22 pour amplifier cette transformation et en même temps pour répondre à la priorité arrêtée par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, qui est d'offrir de meilleures conditions de travail pour garantir la sécurité guinéenne sur toute l'étendue du territoire. Cette infrastructure sera construite et équipée dans un délai de 5 mois. Le chef d'ouvrage a insisté sur le respect des termes contenus dans le cahier de charges. Le strict respect du code de la route pour protéger contre les accidents de la route, c'est la thématique d'une campagne de sensibilisation initiée par l'Agence nationale de volontariat jeunesse en collaboration avec l'Agence guinéenne de la sécurité routière. Aboubacar Diaby a suivi la dernière étape de cette campagne dans l'enceinte de la gare routière de Gomboya. Voici son reportage. Pour freiner les accidents de la route et préserver la vie des usagers, une campagne nationale axée notamment sur le respect du code de la route se poursuit à travers tout le Grand Conakry. Elle est co-organisée par 2 structures du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ici, à la gare routière de Gomboya, préfecture de Koya, cette démarche citoyenne continue d'être perpétuée pour stopper des drames récurrents. Parcourant des distances à pied et bravant faim et soif, les jeunes volontaires se sont lancés ainsi dans une aventure noble qui consiste à conscientiser les Guinéens pour un changement de comportement afin de réduire les accidents de la route qui ont déjà endeuillé des milliers de familles dans notre cher pays, la Guinée. À l'image des autres gares routières visitées par les agents sensibilisateurs de l'Agence nationale du volontariat jeunesse et de l'Agence guinéenne de la sécurité routière, cette campagne nationale de sensibilisation sur les accidents de la route est favorablement accueillie par les autorités syndicales des transporteurs, les motards et les piétons. La chance de dire aux chauffeurs de faire attention, ils ont des personnes ressources à bord de leur voiture. Évitez les surcharges surtout parce que généralement c'est là-bas plusieurs décès qui surviennent quand il y a des accidents violents. En plus de ces messages sur la prévention des accidents à travers le respect strict des mesures de sécurité routière, les initiateurs ont procédé au don de triangles aux transporteurs. Parallèlement, il a été aussi question de véhiculer les messages sur la bonne utilisation des infrastructures routières comme les passerelles métalliques et les panneaux de signalisation. Je dirais bravo et félicitations aux 150 jeunes volontaires qui ont accepté librement de se mettre à la disposition du peuple de Guinée en vue d'atteindre en 6 jours d'activité l'objectif ultime de faire prendre conscience à chaque Guinéen touché sa part de responsabilité dans la préservation des vies des paisibles citoyens guinéens. Dans les jours à venir, cette initiative gouvernementale va s'élargir à l'intérieur du pays en touchant toutes les régions administratives. Le but de cette caravane en province est de vulgariser les bonnes pratiques dans la circulation pour sauver des vies. Vous
l'avez certainement remarqué, le CHU de Donga a changé. Ce centre fait aujourd'hui la fierté du système de santé en Guinée. Ce soir, nous vous amenons à la découverte du service de soins où sont traitées les pathologies dentaires appelées service odontostomatologie. Aujourd'hui, modernisé et mis en service avec des équipements de dernière génération. L'enjeu est de mettre fin aux sorties du territoire national pour de simples traitements de la dent. Suivez ce reportage signé Tian Ousmane Diallo. Parmi les services qui ont véritablement subi une transformation en profondeur au CHU Donga figure le service d'odontostomatologie, le temple des chirurgiens dentistes. 6 cabines dentaires avec des équipements de dernière génération pour le traitement des pathologies dentaires sont opérationnels contre 2 cabines avant la rénovation. Le service est de calculer les distances entre les différentes parties osseuses du crâne. Pour ceux parmi nous qui avions peut-être l'avantage de sortir, d'avoir des opportunités de sortir, nous allons faire un check-up à l'extérieur et tout, avec ce que ça coûte, mais et ceux qui n'ont pas ces opportunités. Si on peut le faire ici avec les équipements de dernière génération qui sont là, moi je crois qu'il n'y a pas meilleure chose à faire. L'autre investissement de taille qui traduit la profondeur du changement au service d'odontostomatologie, c'est le laboratoire dentaire. Un laboratoire grâce auquel il est désormais possible d'effectuer des types de prothèses jamais réalisées en Guinée. Il y a les prothèses en résine, il y a les prothèses céramiques, il y a les prothèses squelettées, il y a beaucoup d'autres. Donc finalement, on a eu des équipements qui pourront nous permettre de faire toutes ces prothèses. L'autre grand avantage dans l'opérationnalisation de ce service destiné à soigner les pathologies dentaires, c'est la possibilité offerte pour développer la recherche scientifique avec notamment ces équipements de haute qualité qui symbolisent la volonté de la Guinée de révolutionner son système de santé. Sur un tout autre plan, des poteaux électriques pour éclairer la ville de Sigiri, c'est un don d'un fils du terroir pour accompagner le développement local de cette zone minière. Du boulevard Ahmed Sékou Touré sur la colline à la place des Martyrs, tout est éclairé. Une belle expérience d'éclairage public qui permet également de lutter contre le banditisme. Diamo Kaba. L'éclairage public, un projet citoyen bien accueilli à Sigiri. Déjà, cette expérimentation affiche ses premiers effets le long du boulevard Ahmed Sékou Touré et la place des Martyrs. Plus de 20 poteaux sont implantés pour donner une nouvelle image à l'environnement nocturne. Ce nouveau dispositif des places publiques sera alimenté par l'EDG. On a décidé, sur nos fonds propres, d'éclairer une portion de Sigiri. C'est vraiment la vision du président de la République qui a initié ce projet déjà à Conakry et qui souhaiterait étendre ça sur toute l'étendue du territoire. Il y avait besoin de 17 poteaux sur l'avenue Ahmed Sékou Touré en double crosse, 150 watts par lampe. Et nous avons aussi donc décidé d'éclairer donc la place des Martyrs. Inch'Allah, ce sera rétabli encore dans l'intérieur du pays. C'est pourquoi on est là pour remercier le président de la République pour son effort. Cette initiative d'éclairage public est appréciée par les habitants de Nouga, souvent victimes d'insécurité. C'est aussi un moment de reconnaissance à l'endroit des donateurs très engagés pour le bien-être des riverains. Des riverains qui peuvent désormais vaquer à leurs occupations jusqu'au petit matin. L'ensemble de la population de Sigiri, par le président de la délégation spéciale et l'ensemble des conseillers, exprime toute sa satisfaction à l'endroit de ce projet réalisé par l'entreprise SCGDEG. Ce boulevard aujourd'hui éclairé, la place des Martyrs éclairée, pourra permettre même aux forces de sécurité de dissuader d'une manière le banditisme au niveau de la ville de Sigiri. Par le biais de ce programme d'utilité publique, ces fils du terroir apportent leur expertise pour soutenir le développement local. Aujourd'hui, l'appui de la municipalité a permis à cette idée d'innovation de mûrir. Puisqu'on parle d'éclairage, le directeur général de EDG, la Société d'électricité de Guinée, éclaire la lanterne des citoyens sur la situation du manque de courant à Kankan et dans plusieurs autres villes du pays. Face à la presse, Laïsekou Kamara a également évoqué le cas du bateau électrique turc. Reportage Alpha ici à Gaba. Ces derniers temps,
Conakry environ enregistre beaucoup de délestage. La situation est devenue préoccupante. Devant les médias, le DG de l'électricité de Guinée a d'abord décrit la situation d'ensemble de son service, les raisons de ces coupures avant de parler des actions en cours pour satisfaire la clientèle. Qu'est-ce qui occasionne aujourd'hui les coupures intempestives? Les entreprises qui travaillent sur ces projets-là nous font des demandes de coupures. Et bientôt, nous rentrons dans la saison hivernale. Donc, ils nous font des demandes de coupures pour pouvoir accélérer les travaux avant la saison hivernale. Et ces coupures-là, il faut que nous les accordions, ces coupures, pour les permettre de raccorder sur l'ancien réseau. Mais le plus gros problème que nous avons actuellement, c'est avec le départ Wanindara et Kobaya. Si nous regardons les statistiques que nous avons à notre niveau, nous on dira que oui, on n'a pas assez de coupures. Pourquoi? Parce qu'on se trouve aux environs de 90% à 95% d'alimentation. Au cours de cette conférence, la situation de plusieurs autres villes de l'intérieur du pays, qui enregistrent aussi des coupures comme Kankan, n'a pas été occultée. Kankan, aujourd'hui, nous parlons de délestage parce que la production qu'ils ont, par rapport à la demande, ça ne peut pas suffire. Ce projet d'interconnexion Guinée-Mali est le salut pour sortir la Haute-Guinée de l'obscurité. Mais ce n'est pas avec une centrale thermique qu'on peut sortir une ville, à moins que ce soit de grandes centrales thermiques qui sont capables de tourner 24 heures sur 24 heures et qui sont capables de tenir la charge aujourd'hui. Les groupes que nous avons à Kankan, ce sont des petits groupes qui sont mis ensemble. Ces petits groupes-là, leur fonctionnement ne peut pas assurer le fonctionnement comme un groupe, par exemple, de Tombo ici, qui fait 10 MW à lui seul. Nous allons améliorer le délestage à Kankan. Le cas du bateau électrique turc qui appuyait EDG dans la fourniture de l'électricité à Conakry a suscité beaucoup de questions de la presse. Le bateau, en fait, le contrat finissait en février 2022. C'était un contrat qui devait être terminé en février 2022. Donc il fallait anticiper là-dessus ce qu'on a fait. On a réparé tous nos centrales. Aujourd'hui, vous allez, Kipé est fonctionnelle. La centrale de Kipé, elle fonctionne aujourd'hui à 90%. La centrale de Kaloum 5, elle est fonctionnelle. La centrale de Kaloum 1, Kaloum 2, elle est fonctionnelle. Et donc, ce qui nous permet aujourd'hui de retirer ce bateau dans notre système, aujourd'hui, le bateau seulement à l'arrêt, si je l'utilise, que je ne l'utilise pas, il me fait 4 millions de dollars mensuels. Ça, c'est le coût du bateau. OK? Et depuis le mois de novembre 2022, j'ai cessé d'utiliser le bateau. L'installation des compteurs prépayés a aussi fait l'objet de débats, tout comme le projet de réhabilitation de certains barrages thermiques et hydroélectriques dans le pays. À Massanta, un appui au secteur agricole est engagé, plus précisément aux éleveurs et producteurs d'igname de cette localité. 2 campagnes sont lancées dans la préfecture. La première concerne la vaccination des petits ruminants contre la peste et la seconde est axée sur la promotion de la culture de l'igname à travers un crédit agricole obtenu par l'Union Melou de Balizia. RTG Zérekoré, lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Salioupaï. La lutte contre la peste devient une priorité pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. À Massanta, la campagne de vaccination contre cette pathologie est lancée par les représentants du département. Les 5000 doses qui sont gratuites pour pouvoir prévenir la peste sur nos petits ruminants. Et je demande à tous les chefs de poste de se sacrifier à faire correctement ce travail. Dans la sous-préfecture de Balizia, les 51 groupements que forme l'Union Melou viennent de bénéficier d'un crédit agricole de 635 millions de francs guinéens. C'est un prêt remboursable à un taux de 0% qui devrait permettre à ces groupements spécialisés dans la culture d'igname d'améliorer leur rendement. Remercier le président de la transition et l'ensemble des membres du gouvernement, particulièrement le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, pour cette initiative qui vient conforter la position de nos mamans des groupements et des unions dans le cadre de l'amélioration du revenu de la population à la base. J'encourage l'Union Melou à respecter son engagement vis-à-vis du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en remboursant la totalité du présent crédit afin que d'ouvrir l'opportunité pour d'autres producteurs.
Cet appui du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie des populations rurales. La fédération d'Enkadi de Dabola met en œuvre le projet Gola financé par Child Fund. 102 petits ruminants et 135 poulets d'élevage sont remis à 26 jeunes des villages de Moribeya et Soulemania de Dabola pour promouvoir leur autonomisation et lutter contre la migration irrégulière. Abraham Christophe Conti. Dabola, située à plus de 430 km de la capitale, est l'une des zones du pays touchée par une pauvreté extrême. Elle est classée dans la zone rouge par le document stratégique de réduction de la pauvreté. Au vu de ce constat, un appui humanitaire est engagé pour les personnes les plus vulnérables de cette contrée. 102 petits ruminants et 350 poulets ont été remis à 26 jeunes des villages de Moribaya et de Soulemania. Les résultats auxquels on s'est fixé sont les suivants. Il y a d'abord 25 jeunes qui vont être appuyés pour qu'ils soient autonomes, qu'ils soient aussi capables d'élaborer et de mettre en œuvre leur plan d'affaires, qu'ils soient aussi des adultes responsables capables d'apporter du changement dans leur communauté. Avant d'agir pour la réduction de la pauvreté auprès des personnes vulnérables à travers le projet Gola, la Fédération d'Enkadi de Dabola a réalisé des réunions communautaires sur l'analyse de la pauvreté, des réunions qui permettent de définir la classification de la pauvreté dans la zone. Au terme de cette opération, 250 familles démunies sont identifiées. Avec cet appui de Child Fund, ces familles pourront trouver un point de chute. Nous vous remercions. Nous sommes contents de votre présence pour cet appui. Tous les appuis qui ont été dressés à notre endroit sont bénéfiques. Si l'entretien très bien, il peut y avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais si l'entretien n'a pas été fait, très bien fait, il serait difficile d'avoir un autre. Et le projet, c'est comme ça. Cette assistance s'inscrit dans le cadre du projet Gola qui a pour objectif de promouvoir l'autonomisation des jeunes et lutter contre l'immigration. C'est à travers des projets d'appui aux familles pauvres pour améliorer leurs conditions de vie et leur insertion dans la société. Les actions de solidarité en ce mois saint de Ramadan, on en parle encore ce soir. Le cercle féminin a fait un don de vivres aux églises et lieux de culte de Conakry pendant ce week-end pascal. Le geste vise à donner du sourire et lutter contre la précarité. Suivez l'étape de l'église Saint-Cyprien de Dixine et la mosquée Faisal avec Falilou Diallo. Le cercle féminin de Guinée fait parler son cœur. Des vivres sont distribués aux personnes vulnérables de certains lieux de culte de Conakry. Une action humanitaire en cette période de Ramadan avec la fin du carême. Première étape, l'église Saint-Cyprien de Dixine. Pour le curé de cette église, ce geste vient comme une providence. Et puis je suis tombé sur vous d'une façon providentielle et je pense que c'est le Seigneur qui a fait cette rencontre. Un de mes vicaires était là, était déjà au courant, mais il était sorti, mais moi aussi. C'est providentiellement que je suis présent moi-même pour recevoir ces dons qui nous viennent, en tout cas qui nous sont venus, et qui seront profitables à beaucoup, surtout à beaucoup de nos frères et sœurs démunis. Après l'église Saint-Cyprien, nous voici aux alentours de la grande mosquée Faisal. En file indienne, les personnes vulnérables qui se trouvent sur le site viennent récupérer leurs vivres. Raison pour laquelle nous sommes venus pendant ce mois saint de Ramadan et la fin du mois de carême chrétien, faire une activité de don de vivres aux personnes démunies à la mosquée Faisal ici. Cette action résulte de la soirée de levée de fonds organisée par le Cercle féminin de Guinée en mars dernier. Les fonds récoltés serviront à lutter contre les violences basées sur le genre et des œuvres humanitaires en faveur des couches vulnérables qui sont les femmes et les enfants.
Ramadan de jeûne, de piété, mais aussi d'aumône au quartier Kagbélé. Dans la préfecture de Dubreka, de nombreuses familles et personnes à mobilité réduite ont bénéficié d'une assistance de la part de l'ONG Aide pour la Guinée, une assistance composée de vivres et de matériel pour accompagner ces personnes vulnérables. Marwan Kamara. Après avoir mené plusieurs activités humanitaires à Conakry et à l'intérieur du pays, l'ONG Aide pour la Guinée multiplie ses interventions en faveur des personnes à mobilité réduite. À Kagbélé, dans la préfecture de Dubreka, des personnes vulnérables ont bénéficié de cette assistance humanitaire. Il est pour nous très important de les venir en aide à chaque fois qu'on se présente ici, pas seulement pendant le mois de Ramadan, mais pendant les autres mois aussi. Nous faisons des dons en denrées alimentaires, possibilité de se déplacer comme des chaises roulantes. Composé de fauteuils roulants, des appareils pour l'échographie et des vivres, cette action prouve la volonté de cette structure à donner le sourire aux personnes défavorisées. Nous cherchons, parce que là où ils sont ici à Kagbélé, ils vivent dans les maisons, ce ne sont pas des maisons, ce sont des magasins. Donc nous avons cherché à rentrer en contact avec le gouvernement pour pouvoir nous octroyer un terrain de l'État pour que l'ONG, en action avec les partenaires allemands, pour pouvoir construire des logements dignes de nom, dits habités, et au lieu de quitter le marché et quitter la rue. Depuis 2012, nous sommes ensemble. Il a ouvert un centre d'autonomisation pour les personnes handicapées qui se trouvent en bas ici. Et en même temps, il a embauché encore une personne handicapée dans son école. Quand je vois ces gestes aujourd'hui, je ne suis pas surpris. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire plus que ça. Aide pour la Guinée est une ONG allemande. En Guinée, ses activités contribuent au développement local avec une porte ouverte sur l'appui multidimensionnel apporté de façon périodique aux populations vulnérables. Une action humanitaire, cette fois du côté de l'Abbé. La Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement est allée distribuer 500 sacs de riz aux personnes vulnérables de cette cité. C'est dans le cadre de la chaîne de solidarité créée par cette fondation pendant ce mois saint de Ramadan. Saravdine Diallo, Sona Sagno. À l'instar des autres régions du pays, c'est au tour des personnes démunies de l'Abbé de recevoir les 500 sacs de riz offerts par la Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement, FOTICAD. Ils sont 500 personnes vulnérables à bénéficier de cette assistance en ce mois saint de Ramadan. Ce sont des listes qui ont été fournies par les personnes démunies. Maintenant, c'est sur la base de cette liste-là qu'on est en train de faire la répartition. On a débuté et jusqu'à présent, sur la base de cette liste, tout ça se passe dans les meilleures façons. Je tiens à remercier très sincèrement la Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement. Nous avons apporté des denrées du riz qui a été distribué aux personnes démunies. Donc, au nom de la population de l'Abbé, nous disons merci à la Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement. Satisfaits de ce geste, les bénéficiaires expriment leur gratitude à l'endroit de la Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement qui pense aux fidèles démunis sur l'ensemble du territoire national. Dans cette cité de Karamoko Alpha Molabé, qu'une fondation nous vienne en aide, nous des personnes démunies. Que Dieu bénisse la fondation Tidiane pour qu'elle nous vienne en aide à tout moment. Nous sommes très contents de ce don, des vivres de la part de cette fondation Tidiane Koïta, surtout en ce mois de Ramadan. Que Dieu bénisse ce donateur. Au terme de la cérémonie, des prières et bénédictions sont formulées pour la paix et pour la quiétude sociale en cette période de transition en Guinée. On termine en musique pour parler de l'artiste Tiranké Sidimé qui a pour nom de scène la Tira-Tira. C'est la même qui a marqué très longtemps les esprits en se maintenant au top des hit parades. Avec son tube légendaire Makalé, se prépare pour marquer ses 20 ans de carrière. Tiranké Sidimé entend faire le bilan de sa carrière au cours des 2 décennies écoulées dans l'univers musical guinéen.
Coup de projecteur ce soir sur la sulfureuse Tira Tira avec nos reporters Mikini Moussa Kamara et Nabilaï Moussa Kamara. Suivez. Tiranké Sinimé est une coqueluche de la musique populaire guinéenne. En 20 ans de carrière, l'ancienne chorégraphe de l'artiste Oumou Diobaté a dans sa discographie 10 albums. Kekoro est le premier album dans la judiciaire de la sulfureuse. Cette œuvre sortie en 2000 est une véritable ballade romantique qui évoque la jalousie amoureuse. L'auteur de l'album Daria en 2005 explique la teneur de 2 décennies de vie musicale. Si je veux montrer aujourd'hui la mosquée, c'est pour montrer aux Guinéens que nous aussi, on passe à l'islam. On est pieux de foi. Il y a beaucoup d'artistes qui prient, qui sont vrais musulmans ou vrais chrétiens, qui connaissent le bon Dieu. C'est là je voulais montrer l'exemple de la mosquée, montrer aux Guinéens que mon anniversaire, pour mes 20 ans de carrière, au temps de colonel Mamadi Doumbouya. La conceptrice du double album Hermakono vit dans un foyer baigné de musique, ce qui lui permet de développer son propre univers, mais surtout de se lancer elle aussi dans la chanson, dans l'entrepreneuriat et dans l'humanitaire. La génitrice du double album Al-Balika est en train de construire un studio d'enregistrement à Conakry. Elle a beaucoup travaillé, elle s'est concentrée de son travail, elle a cherché l'idée, comment s'en sortir, comment être star. Et ça, tu ne peux pas avoir ça en dormant. Il faut réfléchir, il faut travailler. Et pour ça, d'ailleurs, je suis vraiment content de voir comment elle est devenue. À Kouria d'Ankoya, c'est un lieu de culte qu'elle veut construire pour accompagner les fidèles musulmans. Aujourd'hui, nous sommes très comblés parce que construire une mosquée, c'est donner une maison à Dieu. Ici, les environs ici, il n'y a pas de mosquée. Si elle a été la première à y penser, nous sommes très contents. Ces tubes, Kekoro, Makale, Kolo, Robe Longue et Super Paya Paya ont connu de véritables succès sur le hit parade guinéen et international. J'ai fait beaucoup de festivals au Canada, en Europe. J'ai fait beaucoup de tournées avec le groupe Griot Groove, avec Bambino, Oumou Diobaté, Kandia Kouyaté. On a fait 27 villes de l'Europe 2 fois. Alors j'ai eu beaucoup de concerts partout, au pays Maghreb, l'Afrique, en Europe, en Asie, à travers le monde entier. Alors, je ne peux pas citer pendant les 20 ans, Dieu merci, aux États-Unis. La Tira Tira est connue pour sa forte présence scénique et sa voix captivante qui évoque souvent des sujets d'actualité. On termine par ce communiqué de la Direction générale du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication qui informe les médias publics et privés de la tenue d'une importante session de formation des formateurs en technique d'investigation, fact-checking, technique de couverture d'une élection et traitement de l'information. La rencontre se tient sous l'égide du ministère de l'Information et de la Communication avec un appui financier de l'UNESCO. La formation sera co-assurée par des formateurs de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest et des journalistes guinéens pétris d'expérience. La rencontre se tiendra du 11 avril au 15 avril 2023 au centre de formation au ministère de l'Information et de la Communication à partir de 8h30. 30 journalistes de la presse publique et privée sont particulièrement concernés. Signé le directeur général Abdoulaye Djibril Diallo. C'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.